Bon, d'abord, je vous parle de l'affaire du glyphosate. Comme vous le savez, le glyphosate, c'est un pesticide qui est déversé sur les cultures et dont nous sommes un certain nombre dans le monde à penser que c'est un produit dangereux qui a contaminé progressivement à peu près toute l'alimentation. Il se répand, il se retrouve et il a été inscrit dans la liste des produits probablement cancérigènes, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une certitude absolue, et pour cause, parce qu'il n'y a aucune certitude absolue sur ce qui, d'une manière générale, déclenche le cancer. Ce qu'on aperçoit, c'est que quand un produit ou un contexte ou des conditions X sont favorables au déclenchement d'un cancer, sans qu'on puisse jamais dire c'est telle chose qui déclenche vraiment lui-même le cancer avec 100% de certitude, même si on peut approcher des 90, des 95% de certitude. Enfin, pour ce produit, il y a donc une campagne mondiale contre. C'est un produit qui est particulièrement pervers parce que, comme il tue tout ce qui vit autour, du coup, on fait des OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés, pour bien résister à quoi? Aux pesticides. Et comme il résiste bien aux pesticides, on peut en mettre dessus tant qu'on veut, parce que ça va tout détruire autour. Donc vous voyez, il y a une espèce de cercle vicieux qui va de l'OGM à l'utilisation du pesticide. Bon, alors, ce pesticide a été mis au point, la molécule, et exploité par la firme Monsanto, qui est une espèce de monstre international, une multinationale, et ce monstre qui a fait le glyphosate, sous la marque Roundup notamment, eh bien c'est le chimiste allemand Bayer qui vient de le racheter. Alors, le chimiste allemand Bayer, déjà lui tout seul, bon, enfin, on va rien introduire parce qu'après ça fait des histoires, mais enfin, c'est quand même la boîte qui mettait au point le gaz qui servait à assassiner les gens dans les camps de concentration. Donc, c'est quand même assez spécial, quoi. Hein. On peut quand même le dire, on va pas en dire plus parce qu'après on va avoir des procès et on n'est pas capable de financer un procès contre une multinationale. En tout cas, moi, j'ai pas les moyens de ça. Donc, enfin, je le mentionne quand même. Hein, ça fait partie des événements. Donc, vous voyez, cette molécule a été rachetée. Évidemment, on sait qu'on mène une bataille contre le glyphosate de Monsanto, maintenant Bayer. Et on sait très bien que Bayer est capable de dire bon, j'arrête de faire le Roundup ou je sais pas quoi, et puis produit un autre produit qui est à peu près le même, qui contient le même type de pesticides. On le sait qu'ils sont capables de faire ça, mais il faut prendre la bataille dans l'ordre dans laquelle elle se présente. Pour l'instant, on affronte le glyphosate produit par Monsanto sous un certain nombre de marques. Bon, le glyphosate, donc il y a eu un débat au niveau européen. Peut-être que vous en souvenez. La Commission européenne proposait de reconduire l'autorisation du glyphosate pour 5 ans encore. Il y a eu un premier sac de nœuds d'histoire, c'est que l'expertise scientifique conduisant au fait que le produit n'était pas dangereux au point qu'il faille l'interdire tout de suite a été fait par une commission qui, entre-temps, s'est avérée être assez largement sous l'influence de gens qui n'étaient pas forcément des scientifiques ou qui sont des scientifiques eux-mêmes sous l'influence de Monsanto. Alors déjà, ça a été une première embrouille qui laissait penser que la décision de la commission n'avait pas été totalement libre. Et puis, il propose 5 ans. Alors là, bon, non, ça veut dire encore 5 ans, encore des stocks qui se constituent pendant 5 ans, et si même dans 5 ans on me disait on arrête, il faudrait que tous les stocks soient écoulés, bref, on s'en prend encore pour 3 ou 4 ans derrière. Donc, un des nôtres, l'eurodéputé insoumis Younous Omarjee, a déposé une procédure devant le Parlement européen pour objecter à la proposition. Et cette procédure continue à courir. Il y a des auditions, et vous verrez dans la description en bas, je vous mets le lien, en bas de cette vidéo, hein, je vous mets le lien qui vous permet de suivre l'audition à laquelle a participé Younous Omarjee récemment, comme suite de cette objection. Vous suivez? Bon, donc deuxième étape, c'était au niveau européen, le niveau européen décide 5 ans, sur la base du dépôt d'un rapport d'une commission qui est critiquée par tout le monde. Nous, les insoumis, nous bloquons la procédure au Parlement européen, et cette affaire suit son cours. Là-dessus arrive au Parlement français des insoumis. Donc on a commencé par déposer une première fois un amendement pour demander l'interdiction du glyphosate, il y a déjà de ça plusieurs mois.
au moment où justement Younous Omarjee déclenchait son opération à Strasbourg. Et puis on a d'ailleurs fait paraître une tribune sous la signature de Mathilde Panot, députée insoumise qui a au Parlement national, qui est en charge de cette histoire avec Loïc Prudhomme. Bon, et puis bon, alors donc on s'est fait battre, hein, donc notre amendement a été rejeté. Et puis on l'a représenté cet amendement dans la loi agriculture, alimentation, tout ça là qui vient de passer. Alors c'est une loi qui a été discutée pendant 7 jours et 7 nuits, puisque pendant cette nuit, tantôt jusqu'à 1h du matin, tantôt plus tard, il a fallu organiser le roulement des députés insoumis pour participer à la loi. Alors pratiquement tout le monde est passé là-dedans. Ceux qu'on a repérés le plus, parce que c'est ceux qui y ont passé le plus de temps, parce que c'était leur tour, et parce qu'ils l'ont souhaité, c'est Loïc Prudhomme qui était le pilier, Mathilde Panot évidemment, et puis aussi beaucoup François Ruffin, qui a fait des interventions qui ont été très remarquées sur le thème du revenu des agriculteurs essentiellement, parce que c'est ça qu'il a le plus bossé, mais aussi sur la souffrance animale. Moi-même, je suis intervenu aussi sur la souffrance animale le dimanche en revenant de Marseille. Hein. Donc vraiment, tous, on en avait jusque-là, hein, des séances nuit et jour, samedi, dimanche inclus. Et donc, on a repéré où notre amendement glyphosate allait arriver. Donc, on a calculé, on s'est dit, bah tiens, il arrive mardi matin. Donc, mardi matin de la semaine passée, là, on a mis en place nos effectifs pour être nombreux. Et voilà que dans la nuit, à 1h moins, tu vois, 2, 3, bon, on avait fini une discussion sur je sais plus quel amendement, et à 1h, normalement, d'habitude, on arrête. En tout cas, moi, comme président de groupe, je peux vous dire que je prévois qu'à 1h, il reste une personne ou deux. Parce que quand on dépasse 1h du matin, j'espère que vous comprenez tous que déjà pour arriver jusqu'à 1h du matin, on n'est pas très frais. Hein, parce que je sais pas si vous faites des réunions politiques la nuit avec des amendements, des textes à suivre, des temps de parole chronométrés, au-delà de 9h, 10h, 11h, minuit, 1h du matin. Nous, on nous fait travailler comme ça. Bon, donc à 1h du matin, De Rugy, qui est le président de l'Assemblée nationale, et vous savez que c'est un gars qui vient d'Europe Écologie Les Verts. C'est un type qui n'a aucune parole, parce qu'il s'était engagé dans la primaire des présidentielles avec les socialistes. Bon, il s'est fait battre à plat de couture, parce que personne ne veut de lui, et du coup, le lendemain, tchouf, il a trahi, il est passé chez Macron. Et après, une fois arrivé chez Macron, il a commencé à intriguer, et dans le groupe des députés macronistes, les macronistes, comme c'est des naïfs, hein, à cette époque-là, ils étaient naïfs. Ils avaient 3 candidats, 2 femmes et 2 Rugy. Bon. Et la plupart des macronistes se sont dit, ah ben comme c'est des femmes, on va élire une femme, parce qu'il y a déjà un président de la République, un Premier ministre et un homme, donc ça serait bien d'avoir une femme présidente de l'Assemblée. Mais l'autre, c'est un malin, il a commencé à ruser et à intriguer, c'est lui qui a été désigné. Donc le voilà président. Donc c'est quelqu'un qui connaît le sujet. Hein, c'est pas un innocent. Et il regarde dans la salle et il voit qu'à l'heure à laquelle on est, 1h du matin, d'abord il reste peu de monde, nous il nous en reste un, Loïc Prudhomme, les communistes ont un élu qui est là, Sébastien Jumel, les socialistes sont quand même 32, il en reste qu'un, bon. Et puis surtout, ce qui est le plus important pour De Rugy, il repère que les anciens Europe Écologie Les Verts qui se sont fait élire députés macronistes, il y en a peu qui sont dans la salle. Donc, comme il sait qu'il y a un amendement de la France Insoumise, ben il dit comme ça, le problème est réglé, mais c'est pas ça qui l'inquiète le plus, c'est pas le nôtre, c'est celui qui a été déposé par les députés venus d'Europe Écologie Les Verts et qui sont aujourd'hui des macronistes. Et il voit qu'ils sont pas dans la salle, donc il leur joue un tour et il décide à 1h du matin que la discussion continue. Et la discussion suivante, c'est l'amendement sur les glyphosates. Donc le gars, de propos délibérés et pour rouler ses propres camarades, il fait passer la discussion à 1h du matin, et elle s'est terminée à 2h du matin. 2h du matin. Vous imaginez ce que c'est un débat à 2h du matin? Donc évidemment, on a été battu à plat de couture. Alors, bon, l'affaire reviendra, parce que nous, on va représenter des amendements de suppression au retour de la loi, parce que pour l'instant, elle est au Sénat, mais inutile de vous dire que pour la prochaine navette, on fera confiance à personne et on va prévoir un dispositif blindé. Alors, je vous raconte ça parce que nous, dans la nuit, Loïc Prudhomme
il est tout seul. Donc quand il voit le coup arriver, il prend la bonne décision. Il demande un scrutin public, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on va savoir qui est dans la salle. Entre parenthèses, tous ceux qui ont fait les malins pour nous dire « Ah, il n'y a qu'un député insoumis », d'abord, un, eux, ils n'étaient pas là. Deux, ils n'ont jamais été là dans les tribunes. Trois, ils n'ont jamais rien fait sur le sujet depuis un an qu'on est en campagne sur le thème. Mais bon, s'ils peuvent aujourd'hui faire des remarques désagréables sur les gens qui n'étaient pas là, ben c'est grâce à nous, insoumis, parce que c'est nous qui avons demandé le scrutin public. Et nous, on a voté en réalité l'amendement d'un macroniste sur le sujet, d'accord? Pas le nôtre on l'a voté, mais on a voté l'amendement du macroniste. Voilà pourquoi Loïc a eu la bonne idée de faire ce scrutin public, parce que du coup, vous pouvez repérer parmi les absents du groupe macroniste ceux qui sont des anciens d'Europe Écologie Les Verts, tout comme de Rugy, et vous comprendrez pourquoi tout ça a fini par se produire dans l'Assemblée. Alors, je vous raconte tout ça pour vous montrer que dans une bataille, il y a des épisodes. Et il ne faut pas se tromper d'adversaire, les amis. J'ai vu passer toutes sortes de remarques acerbes, fielleuses, quoi, vous ne fichez rien, il n'y en avait qu'un, à 1h du matin. Bon, écoutez, on a besoin d'un peu de soutien, quoi. Le premier adversaire, c'est pas nous. Nous, on a déposé des amendements contre le glyphosate. Le premier adversaire, c'est le gouvernement qui fait voter contre. C'est monsieur de Rugy qui fait passer le texte à 1h du matin. Donc vraiment, un peu de bienveillance, un peu de fraternité, hein, ça vous arracherait pas la bouche. Et pour nous, bah, ça nous ferait du bien, parce que c'est vraiment très dur. Je crois qu'il faut que vous compreniez à quel point c'est dur de délibérer pendant 7 jours, 7 nuits sans pause. Au total, on aura fait 17 jours consécutifs de débat à l'Assemblée nationale. J'aime vous dire qu'il y a des jours où on termine celui qui finit son tour de rôle, je sais pas, mais dès 5h de l'après-midi, vous avez la tête qui tourne, tellement vous avez parlé, suivi, c'est bizarre comme ambiance, il y a une lumière artificielle, vous voyez, que ce soit le jour ou la nuit, vous êtes éclairé de la même manière, et vous restez là pendant des heures et des heures à écouter les autres, hein, à réagir, bon. Voilà, alors le glyphosate, la bataille continue, c'est surtout ça que je veux vous dire, donc considérez pas que l'affaire est classée. D'abord, le texte va revenir à l'Assemblée nationale, et nous, on continue cette bataille, pour que sans arrêt le thème du glyphosate revienne et qu'on en parle. Alors, ça a tellement fait de vagues cette histoire, parce qu'ils se disaient, bon, 2h du matin, affaire pliée, il n'y aura pas d'histoire. Ben si, il y en a. Alors là-dessus, voilà le Premier ministre qui arrive et qui dit, bon, bah écoutez, de toute façon, vous inquiétez pas, si dans 18 à 24 mois, c'est-à-dire dans un an ou deux, il ne s'est rien passé, et ben nous... d'ici à 2021, c'est-à-dire dans 3 ans, on interdira définitivement le glyphosate. Bon, alors, comme dirait l'autre, hein, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Parce que si ils pensent que le produit est dangereux, il n'y a qu'à dire tout de suite à quelle date on arrêtera. C'est ce que nous, on leur a proposé. On dit, ouais, ok, vous dites que c'est pas possible tout de suite à cause des stocks, des agriculteurs et tout. Nous, on préférerait que tout soit interdit tout de suite. Bon, ben, allez, encore, on va empoisonner des gens pendant quelques années, mais dites un délai. On vote à l'amendement qui dit à partir de, je sais pas quoi, moi, le 1er janvier ou le 1er juin de l'année 2021, puisqu'on parle de 3 ans, l'utilisation du glyphosate est interdite en France, point. Les produits traités au glyphosate dans les autres pays de l'Union européenne ne peuvent plus entrer en France. Point 2. Parce que si nous on interdit le glyphosate, la conséquence c'est qu'il faut plus de travail agricole pour avoir les produits, et donc nos produits à nous coûteraient plus cher que ceux qui arrivent de l'extérieur. Alors croyez pas que j'invente cette histoire, c'est exactement ce qui est arrivé avec, je crois que c'était les cerises. Il y avait un produit qu'on fichait sur les cerises pour que les bestioles ne les mangent pas. Bon, et en France on a dit, ah ben non, terminé, c'est trop dangereux, c'est interdit. Bon, très bien, alors les producteurs de cerises, ils ont dit, bon bah d'accord, si vous nous dites de pas le faire, on va pas le faire. Mais laissez pas rentrer les cerises qui sont traitées ailleurs avec le produit que vous condamnez ici, parce que ça rentre à moins cher, et à la fin, c'est nous les dindons de la farce. Bon, en effet, c'est eux les dindons de la farce. Donc moi, je pense que si on interdit le glyphosate, il faut aussi interdire l'importation de produits traités au glyphosate. Alors là, mes amis, vous allez voir que le problème qui va être soulevé, c'est pas seulement celui du glyphosate. C'est que si on décide ça, c'est un obstacle à la concurrence libre et non faussée entre les produits qui arrivent de l'Union européenne. Donc une nouvelle fois, on va dire, ah bah, si vous voulez interdire les produits dans votre pays de l'agriculture qui vient d'ailleurs, eh ben, il va falloir sortir des traités qui interdisent que vous mettiez une limite à la concurrence libre et non faussée. Alors,
Vous allez dire, ah ben ça y est, Mélenchon est parti dans une proposition maximaliste. Mais non, je vais vous montrer quel point d'appui vous avez. Vous savez, figurez-vous que la politique agricole commune, la PAC, est la grande affaire de l'Europe. Hein. On a commencé par ça d'ailleurs, la politique agricole commune. Et pour nous les Français, c'est pareil, on était jusqu'à peu la première nation agricole et agroalimentaire d'Europe. Et en plus, la politique agricole commune, PAC, hein, ça a permis à l'Europe de devenir en même pas 30 ans autosuffisante alimentairement. Vous savez que ça c'est vital. Hein. Alors cette PAC, ben, elle va changer. Premièrement, on va donner moins d'argent aux paysans. Vous vont être contents les paysans français d'apprendre ça. Moi je suis pas très content parce que ça veut dire qu'on va voir moins d'argent revenir par rapport à celui qu'on donne. Et on donne déjà 7 milliards de plus qu'on récupère. Alors je finis par trouver que c'est une dépense, comme on dit, somptuaire pour nous l'Europe. Hein. On nous dit tout le temps qu'il n'y a pas d'argent, mais on donne 7 milliards de plus qu'on reçoit pour faire des routes en Lituanie, des ponts en Bulgarie, tout ça est absolument nécessaire. Je n'en doute pas, mais en ce moment, c'est pas dans nos moyens de payer des équipements et des subventions dans les autres pays. Voilà ce que je crois, même si je suis partisan, bien sûr, du fait qu'on reste solidaire et que les nations les plus riches cotisent aussi pour celles qui sont les moins pourvues. Mais alors, ils révisent cette PAC, et dans cette PAC, les politiques vont être en quelque sorte renationalisées. C'est-à-dire qu'elles vont dépendre à nouveau du cadre national. Autrement dit, elles seront financées par nous, renationalisées, c'est-à-dire que nos concurrents vont pouvoir prendre des décisions sur la façon de produire et les produits qu'on donne dans des conditions nationales pour venir ensuite nous concurrencer. Ah ben non, là ça ne peut pas aller. Donc dans ce processus de renationalisation de la politique agricole commune, il faut que nous les Français on dise ben voilà, nous voilà ce qu'on a décidé, il n'y a plus un produit traité au glyphosate qui rentre en France. Point. D'accord? J'espère que vous avez tout bien suivi. C'est des questions agricoles, vous pouvez vous dire c'est pas vraiment mon centre d'intérêt. Ben si, c'est votre centre d'intérêt parce qu'à la fin, la question agricole, ça devient des questions qui terminent dans votre assiette. Hein. Alors le glyphosate dont je vous parle, c'est pas celui qu'on est en train d'épandre sur la planète Mars, hein, c'est celui qu'on est en train de mettre dans votre assiette. Voilà. Alors normalement, je crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas puisque ça a été autorisé par la Commission européenne, donc je ne pense pas que ce soit possible. On peut toujours imaginer qu'un État viole le droit européen et que la France décide souverainement d'interdire le glyphosate. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai déjà expliqué, pour faire simple. Il pourrait y avoir à ce moment-là une mise en demeure émanant de la Commission qui serait agitée par le producteur de glyphosate en disant voilà un État membre, la France, qui ne veut pas respecter la loi européenne, donc faites-la respecter. Donc je pense qu'il y aurait une mise en demeure de la part des autorités bruxelloises, et puis si le gouvernement tenait bon et le Parlement tenait bon, à ce moment-là, la France, au bout d'un certain temps, pourrait être déférée par la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui siège à Luxembourg et dont la finalité même est de faire respecter les décisions européennes. Ça, c'est déjà arrivé, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que par exemple, pour les OGM par exemple, très longtemps la France a traîné les pieds pour transcrire en droit français les directives communautaires, autorisant comment appelle-t-on ça, les OGM. Hein, donc il y a eu, parce que les députés n'avaient pas envie, quand ils revenaient dans leur circonscription, ils n'avaient pas envie de se ramasser les critiques de leurs administrés, etc. Donc les députés courageux mais pas téméraires refusaient de voter, de transcrire en droit français les lois de transcription des directives communautaires sur les OGM. La Commission a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à les transcrire, et avec des pénalités qui étaient de 163 000 € de mémoire par jour de retard pour ne pas avoir transcrit en droit français. Donc il faut bien comprendre, hein, ça c'est très très important pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est que lorsqu'on signe un traité international comme les traités européens, puisqu'ensuite il est ratifié dans les formes constitutionnelles prévues par chaque État, ensuite c'est une obligation juridique.
c'est pas rien un traité. Hein. C'est même au-dessus dans l'ordre juridique, c'est au-dessus de la Constitution. D'ailleurs, les Britanniques viennent justement de terminer ça. Ils viennent de dire que les lois françaises priment sur le droit communautaire. Les lois britanniques priment sur le droit communautaire parce qu'ils sont en train de sortir de l'Union. Donc, nous avons pris des engagements de respecter dans ces traités, nous avons pris l'engagement de respecter le traité, de respecter les clauses du traité, de respecter également les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Hein, alors j'insiste là-dessus parce qu'il y a des Français qui se laissent un peu abuser par des rodomontades comme celle de M. Mélenchon ou d'autres, mais M. Mélenchon en est fait quand même particulièrement le héros, le champion, en disant « mais nous on fera ce qu'on voudra, et puis on est suffisamment grand, et puis Mme Merkel pliera, etc. » Mais non, c'est pas comme ça que ça se passera. C'est que si la France ne respecte pas sa parole, c'est pas Mme Merkel, c'est l'ensemble des pays membres de l'Union européenne représentés par la Cour de justice qui traînera la France devant, donc la France sera auditionnée, la France sera condamnée à appliquer les lois qu'elle ne veut pas appliquer, les lois d'origine européenne, et condamnée à payer des amendes, comme je l'ai dit pour les OGM, de 163 000 € par jour de retard. Faites un calcul, en un an, ça fait 45 millions d'euros d'amende. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent, oui, alors, et si on refuse de payer ? Alors, à ce moment-là, si on refuse de payer, ça veut dire qu'on est devant un clash. Alors, certains disent, oui, mais les autres vont pas venir avec des chars en France, évidemment. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sera dans un conflit ouvert. Et les autres pays, ne l'oubliez pas, conservent la possibilité de traîner la France, cette fois-ci, non plus devant une instance européenne, mais dans l'instance planétaire, qui est la Cour internationale de justice siégeant à La Haye, la CIJ, dépendant de l'ONU, où la France pourrait être déférée par les États membres de l'Union européenne comme refusant d'appliquer un traité qu'elle a dûment signé et ratifié. Or, la Cour internationale de justice, ce sont des juges du monde entier qui regarderaient ça et qui diraient, en effet, la France, vous ne respectez pas. Donc la France risquerait d'être condamnée par la plus haute instance du droit international public planétaire, qui est la Cour internationale de justice de La Haye. Ce qui ferait pour le moins mauvais genre pour un membre permanent du Conseil de sécurité. Ce serait la honte, hein, comme disent les jeunes, ce serait la honte. Et puis tout ça, pourquoi ? Pourquoi se fâcher à mort avec nos voisins ? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si on ne veut plus respecter les lois, ben on fait ce que font les Britanniques. C'est-à-dire on dit, écoutez, votre compagnie ne nous est plus agréable, on s'en va, on reste bons amis, mais nous, on sort de ce club. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé. Monsieur Macron est allé au Royaume-Uni, là, il y a quelques jours, il a signé un nouveau traité, le traité de Sandhurst, avec Madame Theresa May. Ça se passe très bien. Là, le Royaume-Uni on boycotte pas le Royaume-Uni. Moi, je sais qu'il y a des gens qui disent, oulala, mais si on sort de l'Union européenne, les autres États vont nous boycotter. Mais non, pas du tout. Regardez ce que fait Macron. Et c'est vrai d'ailleurs de tous les autres États du monde et de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, c'est un pays qui est là, c'est une très grande puissance, c'est un État qui existe depuis plus d'un millénaire. Europe ou pas Europe, il sera toujours là et nous avons intérêt à avoir les meilleures relations du monde avec lui. Voilà. Donc si vous y réfléchissez bien, ça ne tient pas la route. Soit on reste dans l'Union européenne, on applique les trucs, soit on en sort. Voilà, on est des adultes, hein, on n'est pas des bébés.